Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine Maître Julie Langlois, avocate spécialisée en droit médico-légal. Je connais Julie depuis de nombreuses années. Elle a déjà été coroner, elle est également experte en préjudice corporel et en fraude. Passionnée de la vie, Julie porte tous les chapeaux avec élégance et dynamisme. Je vous mets au défi de ne pas tomber sous le charme de cette femme passionnée dotée d'un rire contagieux. Au cours de l'entrevue, nous allons donc revoir la carrière de Julie, ses passions, ses défis et ses projets d'avenir. Bonne écoute. Alors ce soir, pour enregistrer l'épisode, nous sommes à la brûlerie Limoilou, au coin de la 18e rue et de la 1er avenue, à côté de l'hôpital Saint-François d'Assise. C'est la deuxième présence ici. On est très bien accueillis et je remercie toute l'équipe. Je suis avec Maître Julie Langlois, qui est avocate. Julie, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. D'abord, ma première question, es-tu quelqu'un qui aime se faire désirer? Parce que ça fait longtemps Hey, je m'excuse. que je t'ai sollicité. Je sais, c'est épouvantable. Mais oui, c'est toujours le fun de se faire désirer. Mais là, j'avoue que j'ai ambitionné avec toi. Mais merci d'avoir été patient. Non, mais le moment est bon. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Alors, on se connaît depuis longtemps. On a travaillé sur des dossiers médico-légaux. Exactement. Tu as agi à titre d'expert. Oui, absolument. Tu as agi à titre d'expert pour moi dans certains dossiers. Et ce fut un immense plaisir de collaborer avec toi. C'est partagé. Alors, on va commencer tout de suite. Explique-moi ton choix là, d'abord du métier d'avocate, puis de vraiment ce secteur bien précis du droit qui est le droit médico-légal, là, qui est vraiment, même dans l'esprit de la population, identifié comme un secteur là, distinct là, à plusieurs égards. Absolument. Ben, en fait, honnêtement, je suis allée en droit par dépit. J'avais aucune idée de quoi faire. Fait que j'ai dit, bon, le droit mène à tout. Alors, je me suis inscrite et j'ai été acceptée à la faculté de droit. Et là, j'avoue que plusieurs des cours m'ennuyaient. Et là, je me suis dit, puis j'avais toujours aimé la médecine. J'avais hésité, médecine, droit. Puis là, je me suis dit, bien, pourquoi pas faire le mélange des deux? Mais encore là, il n'y avait pas beaucoup de bureaux encore qui pratiquaient ce type de droit-là. Fait que j'ai persévéré, mais il n'y avait pas beaucoup de cours non plus dans le cadre du programme du bac. Okay. Je pense que j'ai eu un cours de responsabilité professionnelle. Donc, après mon bac, je suis allée faire un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisé à l'Université de Montréal en bioéthique. Okay. Fait que je me suis dit, je vais chercher un petit plus pour peut-être me démarquer dans le peu de bureaux qui en font. Et par la suite, j'ai été engagée chez Ménard Martin en responsabilité médicale. Puis en fait, pour te dire, si j'avais pas fait ce droit-là, je suis pas certaine que je serais en droit encore ou je serais avocate aujourd'hui. Ah non, non. Ah non, c'était ça ou c'était rien. Là. C'était vraiment une passion pour moi. Le reste du domaine du droit ne t'intéressait pas, là? Pas du tout. Criminel ou quoi que ce soit? J'avoue que criminel en deuxième, mais pour moi, il était déjà très loin. C'était vraiment plus le droit médical qui m'allumait. Tu as déjà plusieurs carrières dans une. Là. Donc, si tu me parlais un peu de ton passage en droit médico-légal, donc chez Ménard Martin à Montréal, qui est un bureau très connu. Oui, bureau spécialisé en responsabilité médicale, hospitalière, dentaire, psychiatrie légale également. Fait que j'ai fait 15 ans chez Ménard. Quand même. Oui. Ensuite de ça, parallèlement à ça, j'avais déjà commencé à regarder pour être coroner. C'est quelque chose qui m'inspirait, ça aussi. Tout le travail d'enquête,
l'aspect, c'est ça, l'aspect enquête, découvrir la cause du décès, les morts violentes, les morts suspectes. C'est toujours des choses qui m'ont intéressée. Ça peut faire un peu morbide, là, mais... On va y revenir tout à l'heure. Et c'est ça. Alors, j'ai quitté Ménard Martin en 2015 pour changer complètement de domaine. Je suis allée dans le domaine des assurances, mais quand même en gardant beaucoup de dossiers en préjudice corporel. Fait que je baigne encore dans tout ce qui est médical, avec les experts, les dossiers médicaux, ce que j'aime, faire les interrogatoires sur les préjudices corporels et tout ça. Puis je fais aussi un travail d'enquête. Je fais beaucoup de dossiers pour l'unité spéciale d'enquête de la compagnie d'assurance, donc tout ce qui est fraude. Ça aussi, je suis beaucoup impliquée dans ces dossiers-là. Si on revenait à ton travail chez Ménard Martin, est-ce que je me trompe en disant que tu travaillais à partir de Québec pendant toute cette période-là? Ou... Absolument. Au début, j'étais à Montréal. Et après la naissance de ma fille, ça devenait difficile là, d'être à Montréal et l'enfant à Québec. Donc, j'ai travaillé principalement à Québec. Je m'occupais de Québec et de l'Est du Québec. Donc, je travaillais de chez moi. Je rencontrais les gens au palais de justice. Fait que ça nous permettait de couvrir un territoire beaucoup plus large aussi que simplement Montréal. Et donc, c'est ça. Fait que, mettons, à partir de 2004, j'allais à Montréal, mais peut-être une fois par semaine. Quand même. C'est quand même pas mal en même temps. Oui, mais j'aimais ça en même temps. Ça me permettait de voir l'équipe. C'était une super équipe. Alors... En droit médico-légal, lorsque vous êtes en poursuite, il n'y a jamais de belles histoires, là? Non, effectivement, c'est des drames au quotidien. Je veux dire, moi, tous les jours, je baignais dans des choses dramatiques où tu as le rôle de l'avocate, mais tu as aussi le rôle de psychologue. Parce que tu dois essayer, puis entreprendre une poursuite en responsabilité médicale en tant que victime d'erreur médicale, comme je dis toujours à mes clients, c'est une montagne russe d'émotions. On pense que ça va bien, ça va plus bien, ça va bien, on est tanné, on veut lâcher. À travers ça, ils ont tous leurs préjudices, doivent naviguer avec ça. Fait que c'est quand même assez complexe. On essaie de les supporter, puis pour moi, ça restera toujours le plus beau droit parce que lorsqu'on arrive à régler un dossier ou encore si on gagne un procès, bien, tu as vraiment l'impression d'avoir aidé quelqu'un. Puis tout le travail que tu as fait, toutes les nuits que tu n'as pas dormi, surtout en procès, ça amène un sens, puis tu oublies tout ça, tout le travail qui a été fait. Avec le mécanisme par lequel les médecins sont assurés, souvent on décrit ce combat-là comme étant le combat de David contre Goliath, là. Oui, les ressources financières sont complètement disproportionnées là, entre la demande et la défense. Absolument, ça c'est sûr. C'est pour ça que les cabinets d'avocats qui font ce type de dossier-là, souvent vont y aller soit à pourcentage pour permettre d'aider les gens à pouvoir continuer cette bataille-là. Mais ce qui fait la force d'un dossier, peu importe David ou Goliath, je veux dire, si tu as des bons faits, tu as une bonne cause et ça te permet d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on faisait toujours une évaluation. C'est pas parce que tu viens chez Ménard Martin ou dans un autre bureau que nécessairement, je veux dire, il y a une évaluation qui est faite d'abord au téléphone. Il y avait une évaluation qui était faite en plus en personne. On contactait des experts, on faisait un avis juridique. Donc, j'ai refusé beaucoup de gens en disant non, ça sert à rien, on va avoir de la misère à rencontrer notre fardeau de preuve, etc. Fait que on va se battre quand on sait qu'on a les éléments pour se battre, puis à ce moment-là, il n'y a rien qui peut nous arrêter. En tout cas, moi, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Mais quand tu refusais un dossier, ça pouvait être sur la base simplement d'une première entrevue téléphonique, sans l'avis d'un expert ou comment? C'est rare, à moins que ça soit vraiment loufoque. Okay. C'est arrivé quelques fois, mais plus souvent qu'autrement, on prenait la peine de rencontrer les gens, on prenait leur histoire et après ça, on parlait effectivement avec nos experts, leur soumettait les dossiers médicaux, avait des bonnes conversations. Donc, on faisait quand même une étude profonde du dossier là, avant de refuser parce qu'évidemment, c'est important là, pour eux. Il y en a pour qui c'est pour le reste de leur vie, c'est aller chercher des sous parce qu'ils sont plus capables de travailler, etc. Donc, il n'y avait rien qui était fait à la légère là, de ce côté-là, même quand on décidait de ne pas prendre un dossier. J'avais déjà entendu que certaines personnes vont intenter un recours simplement pour connaître la vérité, pour savoir ce qui s'est passé dans leur dossier. J'ai entendu également des histoires de gens qui, une fois rendus au tribunal, entendent les témoignages puis arrêtent le processus à ce moment-là puisqu'ils ont atteint
leur objectif à grands frais, là, mais... En fait, ça, c'est des dossiers que je trouvais d'une tristesse quand c'était, je parle pour moi, quand c'était moi, l'avocate, qui avait à expliquer à un client, patient, qu'est-ce qui s'est passé dans son dossier. Pour moi, ça fait pas de sens. Le médecin aurait dû expliquer, puis souvent, les gens nous disaient, bien, si seulement mon médecin me l'avait dit ou si seulement le professionnel me l'avait expliqué, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Les gens veulent comprendre leur histoire, veulent savoir ce qui s'est passé. Puis c'est arrivé, je ne dis pas que c'était la majorité des cas, mais c'est arrivé quand même dans plusieurs cas où c'est moi qui ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé exactement sur vous ou encore sur un de vos proches, de quoi il est décédé exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je trouve ça un peu triste qu'on en arrive là. C'est quoi les cas les plus... il y a un aspect confidentiel, mais les histoires les plus tristes là, que tu pouvais imaginer, c'est des cas de décès ou plus des cas où les gens survivent avec des sévices des préjudices corporels? Les plus tristes, définitivement, c'est les cas où les enfants sont impliqués. J'ai été impliquée... En obstétrique ou des choses comme ça? En obstétrique, oui, les naissances, les accouchements qui ont mal viré, ça c'est sûr, c'est d'une tristesse inouïe. J'ai eu à travailler aussi sur le cas des 2 jeunes filles décédées suite à une opération des amygdales qu'on avait entendu parler. Le cas de la Beauce, oui, si je ne m'abuse. Exactement ça. Alors ça, c'était d'une tristesse inouïe. C'est des dossiers, j'ai eu beaucoup de difficultés à travailler. Puis on a une carapace, sinon on ne serait pas capable de faire ça au jour le jour. Mais malgré cette carapace-là, qu'on arrive dans des cas où un enfant est impliqué, notamment, je me souviens, puis parfois on fait même de la projection sur, exemple, nos propres enfants ou ça. Mais je me souviens là, d'avoir écrit la demande d'expertise en m'essuyant les yeux, en me disant c'est épouvantable là, ce que je suis en train de lire là, puis ce que les parents sont en train de vivre, la famille au complet. Fait que ça, je te dirais, c'est dans les dossiers les plus tristes. Mais chaque cas a sa tristesse en soi, parce que c'est pas mieux, exemple, rester handicapé, perdre des enfants, peu importe ce qu'il y avait, tout avait leur lot de tristesse, mais les enfants, définitivement, c'est ce qui avait de plus difficile. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que les gens arrivent comme ça avec une absence d'information, le médecin n'a pas communiqué assez d'informations, sans être malhonnête, a peut-être retenu certains éléments du dossier. Est-ce que tu penses que c'est un manque d'éducation chez une partie du corps médical qui n'est pas consciente des bienfaits, finalement, d'être transparent et honnête, disons? Bien, en fait, oui, je pense qu'il y a un manque d'éducation, assurément, quoique je suis certaine, c'est sûr que j'en fais plus depuis 7 ans, mais je pense que les gens qui sont dans le domaine médical continuent à promouvoir par des conférences et tout ça, de dire parlez à vos patients, c'est tellement important. Puis même si ça peut être difficile parce qu'il s'est passé une erreur ou il s'est passé telle chose, bien, les gens aiment mieux comprendre, puis ils se disent bon, bien au moins, tu sais, il m'a pas laissé là, il m'a pas abandonné. Je suis pas juste un numéro ou un patient ou un numéro de dossier pour lui. Puis ça, je me le suis fait beaucoup dire. Fait que n'ayez pas peur. Tu sais, je veux dire, l'erreur est humaine, puis les gens sont prêts à pardonner quand on leur dit la vérité. Moi, c'est vraiment le message que je retiens, en tout cas, de ce que j'ai vu, des centaines et des centaines de dossiers que j'ai faits, là. Quand il manquait de l'information, les gens étaient prêts à pardonner si on leur avait dit comme il faut, puis on leur avait expliqué les choses. As-tu, au cours de ces années-là, été témoin peut-être de poursuites? Puis l'objectif n'est pas ici de défendre les médecins, mais de causes qui ont détruit des carrières médicales ou qui ont eu un impact très négatif sur les médecins, parce que une poursuite pour un médecin, c'est difficile aussi. Absolument, absolument. Puis j'ai eu à discuter avec des avocats qui représentaient des médecins, puis qui m'ont dit qu'effectivement, pour certains, leur vie était tout à fait détruite. La personne qui va en médecine, c'est non pas pour tuer des gens ou pour les blesser, c'est vraiment pour les sauver. Mais à partir du moment qu'on comprend que l'erreur est humaine, il faut essayer aussi en tant que médecin d'être bon pour nous, d'être bienveillant, puis de dire, écoutez, ça arrive qu'on fait des erreurs. Puis j'ai un cas, si tu me permets, où on est allé en conférence de règlement à l'amiable. Je ne sais pas si tu veux que j'explique un peu ce que c'est. Oui, tout à fait. On est là pour ça. Parfait. Alors, la conférence de règlement, c'est un nouveau procédé qui est là depuis quelques années, qui est prévu au Code de procédure civile,
qui permet que les parties se rencontrent en présence d'un juge qui est là pour aider à trouver un terrain d'entente. C'est vraiment fait sur une base volontaire dans le but de trouver une solution au litige. Puis ce qui est bien, puis ce que je trouvais extraordinaire en responsabilité médicale notamment, c'est que les patients, les usagers, pouvaient voir le médecin devant eux puis pouvoir se parler. Alors, puis à un moment donné, j'ai assisté à un dossier, puis celui-là va rester à jamais dans ma tête, où c'est des parents qui avaient perdu leur fils. C'est une histoire très, très triste. Puis, très, très fâchés après le médecin de ce qui s'était passé. Ils avaient laissé partir leur fils trop vite, puis le fils était mort dans les heures suivantes. Et lors de la conférence de règlement, bon, les parties peuvent parler puis s'exprimer. Donc, les parents ont fait état face à face. Le médecin face à face. Est là, okay. Oui, face à face. Tout le monde est transparent, puis on est là pour se dire, puis il faut qu'il y ait une ouverture là, quand tu décides d'aller là. Je t'interromps tout de suite parce que j'y pense, mais si on va en procès à la suite, ce qui est dit durant cette conférence-là est mis de côté? Strictement confidentiel. On signe des clauses de confidentialité. Parfait. Et le juge qui est présent ne pourra jamais présider le procès si ça ne fonctionne pas. Alors, je t'ai interrompu. Continue. Je continue. Alors, la famille fait état, de leurs sentiments, puis comment ils se sont sentis, comment leur vie est détruite depuis ce temps-là, etc. Et après ça, le médecin est venu parler, puis me dire, ma vie aussi a été détruite. Vous savez, je dors plus, ou presque plus depuis ce temps-là. Vous n'avez pas idée comment ça m'a affectée. J'ai changé ma pratique depuis, Et là, le médecin s'est levé, mes clients se sont levés, ils se sont serrés dans les bras. OK. Ça pleurait dans les bras l'un de l'autre, puis je me suis dit, l'argent rendu là n'a rien à voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, il y a beaucoup de personnes encore, puis je l'entends malheureusement, qui disent « Ah, les poursuites, c'est pour faire de l'argent, puis tout ça. » Puis non, c'est pas ça. C'est que les gens veulent comprendre, les gens... tu sais, des fois, les gens pensent, puis à tort, je crois que ça fait rien aux médecins, qu'ils sont passés à autre chose, leur vie est belle. Puis là, on a la preuve, puis c'est ça que permet la conférence de règlement à l'amiable, qui est extraordinaire, c'est que justement, tu as ce face-à-face-là. Puis moi, quand je les ai vus d'un bras l'un de l'autre, je me suis dit, regarde, on peut partir, là. La paix est faite. Tu sais, je pense que ça a mis un baume sur tout le monde, dans le cœur du médecin, dans le cœur de mes clients aussi. Puis ça a été vraiment une expérience extraordinaire que j'ai vécue. Ça reste dans les beaux moments de ma pratique. Tu parlais de règlement et d'argent, c'est ça, dans le cas d'un décès comme ça d'un enfant, en quoi c'est le processus médico-légal qui va plus satisfaire les attentes des parents qu'une plainte déontologique, par exemple? Parce que le décès de l'enfant, en fait, la perte pécuniaire, il n'y en a pas? En fait, il va en avoir eu au niveau des dommages qu'on dit moraux, le solatium doloris, la tristesse, toutes ces choses-là. Si je ne me trompe pas, ça ne vaut pas une fortune en droit québécois. Tu as absolument raison. C'est même un peu triste de voir que j'ai déjà vu, entre autres, un cas de diffamation où les personnes ont eu plus que mes clients qui avaient perdu un enfant. Mm-hmm. Pour moi, ça, il devrait y avoir un ajustement là, par rapport à la jurisprudence et aux sommes données, parce que quant à moi, il n'y a rien de pire que la perte d'un enfant. Mais effectivement, tu as raison de dire que c'est encore des montants qui sont peu élevés. On parle de combien, disons, en 2022 à peu près? 2022, je ne peux pas dire, mais dans le temps, mettons, en 2015, quand je pratiquais, on pouvait avoir du 75 000 dans ces environs-là, ce qui est très, très peu, là. Mais ça dépendait. Si, exemple, les parents avaient une perte pécuniaire, n'étaient plus capables de retourner travailler. Là, ça pouvait monter un petit peu plus parce que là, on était capable de prouver une perte financière, mais en termes de dommages moraux qu'on appelle, donc non pécuniaires, il y a un plafond qui est mis par la Cour suprême qui doit être à peu près aux environs de 400 quelques mille aujourd'hui. Fait que tout est en fonction de ça, là. Tout est relativisé en fonction de ce plafond-là. Qu'est-ce qui fait qu'un plaignant va aller plus vers une plainte médico-légale, vers le collège des médecins ou vers une plainte à l'interne? Les trois mécanismes, finalement, là, qui sont disponibles? Ou vers les trois en même temps? Ou c'est quoi la stratégie, s'il y en a une? En fait, la stratégie, c'est sûr que nous, on leur faisait part que c'était possible, mais rarement les gens embarquaient dans les deux. Souvent, ils venaient dans le processus civil, peut-être se disant,
c'est des pairs, peut-être, tu sais, le Collège des médecins, ce qui protège vraiment le public. Puis c'est pas moi qui pense ça, là, je vous dis ce que j'entendais, là, je suis loin de penser ça. Mais il y avait encore peut-être dans la tête des gens, le Collège des médecins va protéger les médecins, me protégera peut-être pas comme je voudrais. Fait que je pense qu'il y a plus une confiance au niveau des avocats dans le processus civil. OK. Mais ceci dit, je tiens à répéter, c'est pas ce que je pense. comprends. Mais ce que tu dis là, ça témoigne du fait que les missions des ordres professionnels sont méconnues Absolument. de la population. Absolument. En fait, je te dirais qu'il y a des médecins qui pensent que le Collège des médecins est là pour les protéger. Je l'ai déjà entendu. Bon, fait que tu vois, mes clients n'avaient pas tort. Mais non, mais ça veut dire qu'il y a une méconnaissance des deux côtés. Absolument. Les plaintes à l'interne au niveau des comités médecins examinateurs, tout ça, est-ce que c'est quelque chose? Très rare. Souvent peut-être. En fait, ce que j'ai vu parfois, le client commençait par ça, mais souvent insatisfait, réponse vague de ce que j'ai pu voir moi. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ce que j'ai pu voir, réponse vague, ça disait un peu de choses, mais pas trop. Fait que insatisfaisant, je dirais, pour la part des clients. Tu me disais tout à l'heure que le droit médico-légal avait sauvé ta carrière d'avocate. Oui. Mais donc, si tu n'étais pas avocate, tu ferais quoi? Bien, j'ai réfléchi à ça. Je crois... Puis là, tu vas rire. Non, moi, je ne ris jamais. Tu vas dire, oui, elle est folle, elle. Je pense que je serai enquêteur au crime majeur. Tous ces actes de violence-là, tout ce qu'on peut voir, agression sexuelle, féminicide, infanticide, les homicides, c'est des choses qui me fascinent et pour lesquelles j'essaie de comprendre. Puis la carrière de coroner m'a amené un peu là. Puis il y a des études que je suis en train de poursuivre présentement à l'Université Laval qui m'amènent aussi dans ça. Puis je trouve ça fascinant. Fascinant, la psychologie de ce qui peut se passer dans un cerveau de personnes qui vont aller jusque-là. Fait que, ouais, être enquêteur au crime majeur là, dans des affaires très violentes, là, c'est quelque chose que j'aurais aimé. As-tu envisagé changer de carrière? Bien, il y a un âge pour tout, là, mais parce qu'il y a des gens qui s'en vont changent de secteur dans la quarantaine. Rendu à notre âge... dérivé vers, en fait, je pense vers l'école de police, on commence à être vieux. Oui, bien c'est ça. Je suis pas sûre que je passerais les tests physiques. Mais non, ça serait trop demandé. Si je pouvais rentrer enquêteur directement, je le ferais parce que, bon, les techniques d'interrogatoire et tout ça, on les façonne, on les pratique. Ça fait plusieurs années que j'interroge et réinterroge dans divers domaines et pour divers sujets. Mais non, changer de carrière vers ça, non. Mais changer peut-être pour peut-être aller un jour, toujours au niveau civil, défendre, en fait, poursuivre ou aider les gens victimes d'agressions sexuelles en poursuivant au civil l'agresseur. Ça, c'est des choses qu'on voit. Pas énormément, mais qu'on commence à voir de plus. Hein? Oui, qu'on voit plus. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'appellerait parce que d'une part, je pourrais bien préparer la victime à bien témoigner parce qu'une chose que je trouve horrible, c'est d'entendre des fois des contre-interrogatoires de victimes qui se font poser mille et une questions qui ont pas de sens puis qui ne sont jamais arrêtées, que les procureurs les avocats en défense ne sont pas arrêtés dans leur questionnement et tout ça. Pour certains, encore, il y a toujours des exceptions. Mais ça, c'est quelque chose que, ouais. Puis comme je suis une civiliste, je fais du droit civil, bien, je n'aurais pas un gros step à faire pour passer vers là. Donc toi, j'imagine que la création d'un tribunal spécial pour juger les agressions sexuelles, tu es en faveur de ça? Bravo! Okay. Bravo. En fait, c'est quelque chose qui est encore dans ma tête, peut-être être juge dans ce type de tribunal-là.
Oui, je suis pleinement en faveur de ça. Puis là, c'est en projet pilote dans plusieurs palais. J'espère que ça va continuer et que tout va se mettre en place là, comme il se doit. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui prétendent ou qui font l'argument que ça crée un préjugé défavorable pour l'accusé? Je suis pas d'accord. Je pense que le but, c'est de bien encadrer la victime parce que souvent, elle est un peu laissée à elle-même par tout ça. Puis les procureurs de la Couronne font un excellent travail, mais avec la charge de travail qu'ils ont et tout ça, tu sais, bien encadrer la victime, bien la préparer. Je sais que les policiers le font. Il y a des organismes comme la CAVAC aussi qui sont là pour les suivre, pour les aider. Mais ça prend aussi des juges qui sont sensibilisés à ce type de réalité-là, de comprendre l'ensemble des dommages que les victimes peuvent avoir. Tu sais, elles peuvent avoir l'air bien, comme toi, comme moi aujourd'hui, mais dans le fond, être complètement démolies. Puis, fait que ça, je pense que c'est important de comprendre tout ce qu'il y a dans la tête d'une victime d'agression sexuelle et puis mettre des balises aussi en termes d'interrogatoire, tu sais, je veux dire, puis on peut en parler longuement, mais je veux dire, quand on demande, exemple, à la victime quelle couleur étaient les rideaux dans la chambre où elle s'est fait violer, bien, le cerveau est fait des fois pour bloquer certaines choses, fait que ça se peut que tu t'en souviennes pas, ça se peut que ton cerveau n'ait pas enregistré ça, que même, par exemple, que tu étais en sidération, je veux dire, ton esprit était comme sorti du corps, tu n'es plus là, c'est tellement un stress qui est immense. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en considération et que le fait qu'elle ne s'en souvienne pas, ça ne veut pas dire qu'elle ment ou qu'elle n'est pas crédible. Fait que ça, c'est des choses que les juges doivent connaître, que les gens doivent connaître pour justement amener des jugements justes et non pas nécessairement favorables à la victime. Je veux dire, si la preuve n'est pas là, ça reste le même faire d'autres preuves, là, au final. Là. Et comment baliser un contre-interrogatoire puis garantir à l'accusé une défense pleine et entière? C'est pas un enjeu? Bien, en fait, je trouve que parfois, il y a des questions qui vont beaucoup trop loin, comme exemple, pour n'en nommer qu'une, quand on va fouiller, exemple, la vie sexuelle de la victime, puis qu'on remonte il y a 10 ans, tu sais, je veux dire, restons dans le concret, dans ce qui s'est passé. C'est sûr, chaque cas est un cas d'espèce, mais je pense que des fois, on va beaucoup, beaucoup trop loin dans le passé d'une victime pour essayer d'expliquer un consentement, un geste. Fait que pour moi, il y a encore beaucoup de choses à changer à ce niveau-là, je pense. Puis je pense que le tribunal peut aider à ça, mais tout en restant équitable pour les deux parties parce que c'est important. Toi, quand tu dis que tu écoutes ça, ça veut dire que tu lis des transcriptions de procès, j'imagine dans le cadre de tes études, parce que j'ai cru comprendre que tu poursuis actuellement une formation sur les agressions sexuelles chez les femmes, je pense. En fait, j'ai commencé un micro-programme à l'Université Laval sur les délinquances sexuelles. Okay. En fait, le but premier, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un agresseur. Ça vient d'où? Ça part d'où? C'est génétique? C'est quoi qui se passe dans leur tête? Mais on sait que c'est multifactoriel. Mais puis là, cette session-ci, j'ai un cours de victimologie qui est tellement intéressant, qui nous fait voir le côté de la victime. Tellement intéressant que là, après mon micro-programme, je veux faire un certificat en victimologie à l'Université de Montréal. Fait que j'adore étudier. Fait que je continue là-dedans à me perfectionner. Je sais vraiment pas où ça va me mener, mais je continue. On va prendre une courte pause. D'accord. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement.
envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Julie, as-tu une devise ou un mantra, là, une phrase pour laquelle tu es reconnue? Oui, en fait, je dois le dire, elle vient de Maître Ménard. Jean-Pierre Ménard? Oui, Jean-Pierre Ménard, qui a été mon mentor, qui est excellent, un excellent avocat que j'adore, que je respecterai toute ma vie. Puis il me disait tout le temps, Julie, be fit to fight. Sois toujours prête à te battre. Puis je l'ai de tatouer sur moi pour m'en souvenir à jamais. Ah oui! Fait que je te dirais, oui, c'est mon mantra. Sois toujours prêt à te battre, mais dans le bon sens du terme. Là. Une autre de ses devises, maintenant, je ne me trompe pas, c'est qu'il disait « shoot to kill or don't shoot ». Oui. Oui, celle-là, je ne l'ai pas tatouée par contre. Mais ça irait bien avec, avec tes passions de crime. Oui. C'est vrai. Je vais y réfléchir. D'ailleurs, petite suggestion, si tu aimes tout ce qui entoure là, la criminologie, les enquêtes médico-légales, il y a un excellent livre qui a été écrit par un écrivain de la région de Québec qui s'appelle Jacques Côté, qui relate la carrière de Wilfrid de Rome. Et je ne veux pas me tromper sur le nom, je pourrais le mettre sur les notes de balado, qui est l'inventeur de la médecine légale au Québec. Ah, intéressant. Je te donnerai les références, c'est très intéressant. Jacques Côté, lui, est écrivain, puis professeur de lettres au Cégep de Sainte-Foy. Ben oui, je te confirmerai la référence après l'entrevue, puis je la mettrai sur les notes de balado. D'ailleurs, une anecdote, on avait souvent des colloques de coroner, puis ça se passait à Nicolet, à l'école de formation de police. Okay. Puis à chaque fois, j'allais m'acheter des livres de techniques policières. J'ai les techniques d'entrevue, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque, mais je ne suis pas policière. Dis-moi, le plus beau souvenir de ta carrière, tu m'as parlé tout à l'heure d'une conférence de règlement, mais est-ce qu'il y a d'autres situations qui méritent mention? Oui, absolument. Il y en a un qui me vient en tête. En fait, c'était une naissance qui s'est mal déroulée avec un handicap chez la jeune fille. Puis, je me souviens, on avait réussi à régler. C'était un dossier qui était très difficile là, au niveau juridique, au niveau de l'erreur médicale là-dedans, mais on avait travaillé fort avec beaucoup d'experts. Puis on a fini par régler ce dossier-là. Puis je revois encore la jeune fille, je revois encore la mère. Puis pour moi, ça a été un cas exceptionnel parce que je vois que les sous, c'est sûr, ça reste de l'argent, mais ça leur permet une qualité de vie, ça leur permet d'avoir les meilleurs équipements pour toujours tenter de s'améliorer, pour rendre leur vie plus facile. Pour pouvoir faire des choses. Alors, pour moi, je n'aimerais pas les noms, mais si entendent, ils vont se reconnaître. Là, mais pour moi, c'est un des plus beaux cas également. Après le droit, tu es allé dans le domaine de l'assurance. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré? Ça n'a pas l'air super captivant, l'assurance, quand on rêve d'être enquêteur au crime majeur. Ben non, ça peut l'être, justement, parce que en fait, oui, je suis dans le domaine de l'assurance, mais je fais beaucoup de préjudice corporel, donc je suis encore vraiment dans le domaine où j'ai à travailler avec des experts, ce que j'aime beaucoup, parce qu'ils m'apprennent beaucoup. Et fait que ça vient tout rejoindre le côté médical que j'adore. Et je fais aussi de l'unité spéciale d'enquête. Fait qu'en faisant de la fraude, je suis encore dans le côté enquête, interrogatoire. Fait que ces deux domaines-là me passionnent au niveau de l'assurance. Fait que non, c'est pas banal, c'est très intéressant. Quand tu parles d'unité d'enquête, là, pour avoir déjà eu un dossier avec toi, donc c'est vraiment, parfois, vous allez
engager des enquêteurs qui vont aller suivre les victimes, qui poursuivent vos clients là, pour... Ça, c'est plus rare qu'on le fait. Okay. C'est l'espèce de filature, Ouais. c'est très rare. C'est pas ce qu'on prône particulièrement. Par contre, dans l'unité spéciale d'enquête, qui est une unité à part, c'est exemple un incendie qui survient, puis on soupçonne la personne d'avoir mis le feu intentionnellement à sa maison ou à sa voiture. Alors là, on va intervenir, on va avoir des enquêteurs qui vont travailler pour nous, qui vont pousser l'enquête. Et moi, je vais intervenir là, au niveau des interrogatoires et tout ça. Fait que c'est très confrontant, c'est très... on se fait parler de toutes sortes de manières. J'imagine. Oui, pas toujours de manière agréable, mais moi, ça me challenge. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange, là, mais c'est super intéressant aussi. J'imagine que pour une compagnie d'assurance, à un moment donné, il y a toujours l'enjeu, mettons, des coûts associés à l'enquête sur un dossier par rapport à ce que vous avez en demande. Parfois, vous coupez la pomme en deux un peu pour régler? Oui et non. On n'a pas tout à fait cette pratique-là. Okay. Moi, je considère que si j'ai un bon dossier, ben je vais me battre pour mon dossier. Puis si je me rends compte que mon dossier est moins fort, je vais le régler. Je pense que c'est ça, être un bon juriste, c'est reconnaître les forces et les faiblesses de son dossier, puis pas faire traîner les choses parce que tu dis, bon, on va les mettre à bout, on va traîner ça jusqu'à temps qu'il n'en puisse plus. C'est pas notre genre de pratique à notre compagnie, puis c'est pas mon genre de pratique non plus. Maintenant, du côté de la fraude, c'est sûr qu'on investit des sous, mais à quelque part, il faut essayer d'enrayer la fraude parce que c'est pas payant pour personne, c'est pas payant pour la compagnie d'assurance, mais pas payant non plus pour nos clients, nos assurés qui voient les primes augmenter parce que si on paye des gens qui, à quelque part, ont fraudé, fait qu'il y a un rendement qui devient important là-dedans, pour lequel il faut se battre aussi. J'avais gardé ton passage au bureau du coroner pour la dernière partie de le dessert. Oui. Ou le trou normand. Mais qu'est-ce qui t'a amené là, disons? Ah. Ben, je peux comprendre avec ce que tu viens de me dire, mais là, c'est une étape de plus. Là, oui, j'ai toujours été fascinée, je ne dirais pas par la mort, mais par... c'est sûr que le coroner va enquêter sur des morts suspectes, des morts violentes, des morts avec négligence ou encore des cas où on n'est pas capable d'identifier qui est la personne décédée. Fait que c'est des cas très particuliers sur lesquels on intervient ou encore, exemple, des décès qui surviennent dans des prisons, garderies, etc. Là, je nommerai pas tout. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui venait me chercher tout le côté enquête de ça. Puis le côté aussi, bien, si on peut amener des préventions, parce que, tu sais, le coroner a le pouvoir de faire des recommandations. Donc, moi, je le voyais aussi, en plus d'enquêter, bien, je me suis dit, si je peux changer des choses, si mes recommandations peuvent amener à changer des choses, bien, ça va être un plus aussi. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amené au bureau du coroner, un passage que j'ai adoré avec une équipe formidable, des gens qui travaillent fort dans des conditions pas toujours évidentes, parce qu'évidemment, on a à côtoyer la mort au quotidien, on a à côtoyer ces familles-là, les supporter, leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Puis des fois, bien, c'est sûr que c'est des cas qui sont plus difficiles. Exemple, des gens, je me souviens entre autres d'un cas que j'ai eu où une personne qui est en état de putréfaction, qui était décédée depuis à peu près 4 mois quand on l'a retrouvée. Fait que, tu sais, on est confronté à des choses qui ne sont pas toujours belles à voir et ça, mais je pense que c'est important de les traiter avec respect puis d'essayer de voir, bien, qu'est-ce qui s'est passé puis est-ce qu'on peut prévenir ça dans l'avenir. C'est un peu ça. Puis ça m'appelait cet objectif-là au bureau du coroner. Qui peut être coroner? Alors, avant, c'était médecin, avocat, notaire, et depuis récemment, il y a maintenant les ingénieurs, les infirmières et les pharmaciens. OK. Fait que c'est dans cette sphère-là. Le coroner en chef, lui, va être nécessairement un avocat ou... Ça, je ne pourrais pas te répondre. Présentement, oui. C'est une avocate qui est excellente coroner en chef. Mais là, je ne pourrais pas répondre à ta question par rapport à ça. J'aurais tendance à penser que oui, il me semble. Possible. Ça me paraîtrait plus naturel. Absolument. Puis vous répondez du ministère de la Justice, j'imagine, ultimement? C'est le ministère de la Sécurité publique. Sécurité publique. Oui.
Puis tu parlais de ces cas-là pas très jolis. Est-ce qu'on peut se préparer à ce type de métier-là ou ça prend un peu de débriefing là, lorsqu'on est confronté à nos premiers drames, si on veut? En fait, c'est sûr qu'il faut être prêt à visualiser des choses qui sont pas évidentes. Je pense que la personne a un travail à faire par elle-même puis se dire, est-ce que je vais être capable de regarder ça? Okay? Je vais te donner un exemple. Moi, je suis capable de regarder n'importe quoi en termes de défunts parce que j'ai pas la souffrance de ces gens-là. Okay. Mais tu me demanderais, Julie, peux-tu aller sur une scène où il y a un accident, il y a encore des gens vivants, il y a beaucoup de blessés, je serais incapable. Voir la souffrance comme ça, je serais pas capable. Mais moi, je suis dans un milieu stérile, je le vois, c'est tranquille, il y a l'examen externe qui se fait ou encore on l'envoie en autopsie. Fait que tu sais, c'est très calme, c'est très fait dans la sérénité, dans le respect du corps et tout ça. Fait que pour moi, c'était correct. J'avais aucune crainte. Tu pouvais t'appeler à te déplacer sur une scène de crime. Oui, on absolument. trouve une victime dans un appartement à Limoilou ou quelque chose. Oui. Toi, tu es coroner de garde. Oui. On va t'appeler. Exactement. Okay. Moi, j'étais coroner à temps partiel, donc j'avais des gardes de 24 heures. Donc, je peux être appelée en tout temps pendant 24 heures. J'étais pour Québec et Chaudière-Appalaches. Okay. Donc, oui, exemple, il arrive un cas, je suis allée sur un cas de meurtre, je suis allée sur un décès dans un incendie, des cas de suicide, on en a beaucoup aussi, malheureusement. Fait que oui, on est amené à se déplacer. On n'a pas à se déplacer toujours, mais quand la scène est moins évidente ou qu'on veut, on veut pouvoir constater de nos propres yeux, parce qu'évidemment, on aura à décrire les circonstances et les causes du décès. Fait que c'est bien, effectivement, d'aller sur les scènes. Toi, j'aurais tendance à penser que tu te déplaçais plus que moi. Oui, tu me connais bien. Mais qui t'appelait, le policier? Ou, En fait, les policiers appellent à la morgue. Et c'est les préposés de la morgue qui font un travail exceptionnel, d'ailleurs, qui nous appellent, qui nous expliquent brièvement le cas. Et tout de suite, nous, on rentre en contact avec les policiers. Donc, ce sont les employés de la morgue qui font un genre de triage. Absolument. En fait, c'est pas un tri. En fait, ils prennent tous les... Ils transmettent l'information. Exactement. Ils transmettent l'information. Okay. C'est sûr qu'il faut que la personne soit décédée. C'est arrivé des fois qu'on a eu des téléphones puis que la personne n'était pas encore décédée. On peut pas intervenir. Il faut vraiment que la personne soit vraiment décédée. Sinon, on leur dit, attendez qu'elle soit décédée. Là. Okay. Puis après ça, vous nous appellerez. Des fois, ça peut être des médecins, des morts à l'hôpital suite à des chutes ou, exemple, un accident de voiture. La personne est emmenée vivante à l'hôpital, mais décède à l'hôpital. Donc, c'est le médecin qui va appeler la morgue et après ça, nous, on va rentrer en contact avec ces gens-là. Est-ce que tu pourrais être appelé par la famille d'un patient qui décède à l'hôpital, qui est hospitalisé pour une raison X, Y, Z? La famille a simplement un doute sur les circonstances du décès. Est-ce que c'est un scénario qui est plausible? C'est un scénario qui est plausible. Ils ne m'appelleront pas moi personnellement. Ils vont appeler au bureau du coroner. Okay, et le coroner va regarder effectivement, on va prendre les informations. Puis effectivement, on va regarder s'il y a lieu. Parce qu'effectivement, c'est arrivé des cas où ça n'avait pas été dénoncé. Et que, oui, ça mériterait d'être enquêté et d'aller plus loin. C'est sûr, des fois, on n'a plus la scène, mais on est capable quand même parfois de faire des bouts de chemin là, avec les dossiers médicaux et tout ça. Fait que oui, c'est des choses qui arrivent et oui, le coroner va regarder. Je ne vous dis pas que c'est accepté à tout coup, mais certainement qu'on va se pencher sur le cas. Parce qu'en théorie, une mort qui relève de soins médicaux, il pourrait y avoir des accusations criminelles ou c'est exceptionnel? J'ai déjà entendu des histoires, moi, de médecins accusés de meurtre, mais c'est anecdotique. Moi, je ne l'ai jamais vu, personnellement, dans toute ma carrière. Et en tant que coroner, de toute manière, on ne peut pas se positionner ni sur la responsabilité civile, ni sur la responsabilité criminelle. Ça appartient aux enquêteurs de la police qui verront avec le DPCP. Mais moi, à titre de coroner, je suis là pour répondre à 5 questions bien précises. Là. Qui est le défunt? Où c'est arrivé? Quand? Les causes et les circonstances. Fait que moi, mon rapport doit répondre à ces 5 questions-là. Puis je regarde si j'ai à émettre des recommandations versus ce qui a été fait. C'est des choses qui auraient pu être faites différemment. As-tu l'impression que les rapports de coroner sont... Quand tu disais que tu émets des recommandations, j'ai l'impression que ce sont des rapports qui sont peu publicisés,
peut-être un peu, entre guillemets, tabletté ou c'est une mauvaise perception de ma Je part? dirais pas tabletté. C'est sûr que le coroner a un pouvoir de recommandation, il a pas un pouvoir coercitif. Fait que c'est sûr qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Par contre, il y a beaucoup plus d'enquêtes publiques, je trouve. Et il y a des choses, quand on voit que les choses reviennent à répétition, comme exemple, les changements, c'est sûr, ça date quand même, là, mais les casques de vélo obligatoires, bien, ça émane de rapports de coroner qui ont soulevé cette problématique-là. Ça peut être plusieurs rapports parfois. Oui, absolument, Okay. absolument. Puis il faut comprendre aussi, des fois, c'est des grosses machines à bouger, tu sais, qu'on a à faire changer. Des fois, il faut passer par des projets de loi, etc. Donc, c'est pas des choses qui se bougent facilement. Mais moi, j'ai espoir que, en fait, je considère que le travail du coroner est super important, puis il doit continuer à émettre des recommandations, puis à travailler à améliorer les choses pour éviter le nombre de décès. Il y en a encore trop. As-tu un cas en tête là, pendant ton passage au bureau du coroner, là, un cas dont tu es particulièrement fier ou qui t'a marqué? Bien, fier... C'est public de toute façon? Oui, donc, c'est public. Fier, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup sur le cas du jeune ambulancier qui est décédé sur la Rive-Sud. Ça avait été publicisé, un retard d'ambulance. Et en fait, il y a eu une succession de choses qui n'ont pas été faites correctement, je vais le dire comme ça, et qui a amené des corrections. Fait que c'est un dossier que, oui, je suis fière parce que, ça a amené à rajouter des ambulances sur le secteur de Lévis. Pas assez encore, mais c'est un dossier où j'ai été très proche de la famille, où on a travaillé main dans la main, à essayer de voir comment, essayer de trouver un petit peu de sens, un petit peu de positif à quelque chose qui est horrible, la perte d'un enfant. OK. Fait que oui, ça, c'est un cas que je vais garder en tête, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est tout d'une tristesse là, incroyable. Est-ce qu'il y a parfois des familles qui peuvent, critiquer ou mettre en doute un rapport du coroner, demander une deuxième opinion? Est-ce que ça existe, ce mécanisme-là? Moi, je ne l'ai pas vu. C'est sûr qu'ils peuvent toujours communiquer avec nous. C'est sûr qu'on leur montre le rapport. Puis moi, en tout cas pour ma part, quand j'étais coroner, j'étais très ouverte à ça. Il me semble qu'on devrait... Qu'est-ce que vous pensez de ça, Maître Langlois? Oui, OK, tu sais. Je pense que les coroners ont une grande ouverture, puis on discute ensemble. Mais des fois, il faut juste essayer aussi de faire comprendre aux gens, parce qu'il y a un deuil aussi à travers tout ça. Puis des fois, les gens veulent absolument des coupables, puis je pense que c'est un réflexe normal d'essayer de trouver quelque chose pour expliquer ce qui s'est passé. Fait que c'est aussi de leur expliquer le fonctionnement, comment ça marche, puis le pourquoi. Tu sais, tout est dans la communication, je trouve, puis la clé est là. Si tu aimais tant ce travail, pourquoi l'as-tu quitté? Bonne question. Ça a été une décision très, très, très difficile, bien des larmes. Mais même si c'était coroner à temps partiel, c'était une charge de travail qui est quand même énorme. Puis, je voulais pas... En fait, c'est pas dans ma personnalité de tourner les coins ronds, quoi que ce soit. Et là, j'avais l'impression que je m'en allais où je ne faisais... où je n'aurais plus bien fait mon travail d'avocate et je n'aurais plus bien fait mon travail de coroner. Et vaut mieux se retirer dans ce temps-là, peut-être pour mieux revenir. As-tu envisagé d'aller 100%, disons, comme coroner? Ou... Pas pour le moment. C'est pas exclu. J'ai encore mon manteau, ma casquette. J'ai toutes mes affaires. Avec coroner dans le dos? Oui! Ah, ben ça... ça, c'était une fierté. OK. Mais non, mais j'étais tellement fière. C'est de voir mon visage quand j'étais assermentée. C'était vraiment un rêve qui datait depuis longtemps. Fait que je suis contente de l'avoir fait. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des familles extraordinaires. J'ai vu des cas incroyables. Puis je ferme pas la porte à un retour éventuellement. On verra. Est-ce qu'on peut, selon toi, faire un genre de stress post-traumatique face au cas? Toi, tu dis que tu étais bien préparé à ça, voir des défunts. Est-ce qu'il y a des coroners qui peuvent mal vivre ça, puis avoir traumatisme psychologique, avoir besoin d'aide? Moi, j'en ai pas vu, et la chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir eu de cas d'enfant dans le cadre de ma pratique.
J'ai des collègues qui ont eu à être présents sur des cas très difficiles. Et oui, sûrement que ça arrive parce qu'on le voit. Puis si je le ramène à ce que je suis en train d'étudier, à un moment donné, à être trop confronté à des traumatismes comme ça, tu peux effectivement faire une espèce de stress post-traumatique. C'est comme si tu prenais le trauma sur toi. C'est comme un effet miroir, si on peut dire. Fait que moi, je pense que c'est pas impossible. Puis c'est d'aller chercher de l'aide rapidement. Là, si, exemple, t'as un cas d'enfant ou de meurtre ou si tu sens que t'es pas bien avec ça, c'est d'aller chercher de l'aide. Moi, j'ai pas eu à le faire. Mais j'ai peut-être pas été confrontée à des morts d'enfants que j'ai dû voir et tout ça. Fait que sûrement que ça l'a aidé. Est-ce qu'il y a en place à l'intérieur de la structure du bureau du coroner un support psychologique ou ça va être plus à l'externe? Ça va être plus à l'externe, mais encore là, je n'ai pas eu à l'expérimenter. Peut-être qu'il y en a un, mais on est toujours bien encadré. On a des mentors avec nous. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Toujours une bonne écoute au bureau du coroner. Que ce soit les coronaires seniors où on peut parler avec des collègues. Fait que c'est, malgré que c'est un travail individuel, il y a quand même un esprit d'équipe qui est là, qui fait en sorte qu'on peut toujours discuter d'un cas, parler, puis ventiler s'il faut. À partir du moment où on a le prérequis pour être coroner, là, qu'on disait médecin, avocat, ingénieur ou autre, c'est une formation qui est très longue ou c'est En fait, la formation, c'est des concours gouvernementaux. Okay. Donc, faut qu'il y ait ouverture de poste. Et à partir du moment-là, il y a une sélection qui est faite par entrevue. Et de là, c'est soumis, des noms sont soumis au ministre. Et là, il y a un choix qui est fait parmi la sélection. Fait que c'est une entrevue. Une fois qu'on est choisi, nommé coroner, on a effectivement une formation avec des mentors pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis comme je vous dis, il y a toujours un mentor de garde avec nous là, si jamais on a des difficultés ou il y a des choses qui se passent qui sont... Et mettons, ton premier cas, là, étais-tu seul ou... Oui. Quand même. Oui, je m'en souviendrai toujours. Ben, j'imagine, c'est ça. Oui, j'étais seule. C'était un accident de moto, je m'en souviendrai, au mois de novembre. Au mois de novembre? Au mois de novembre, oui. Question d'alcool, vitesse, glace, moto au mois de novembre. Puis, mais j'essayais de le faire par moi-même. Puis après ça, j'ai appelé mon mentor pour me valider, puis tout a été correct. Mais ça devient difficile parce que on a quand même un grand pouvoir à titre de coroner, comme si je décide que j'ai besoin d'une scène là, parce que je veux voir la plaque de glace là et non pas demain matin, même s'il fait noir ce soir, bien, il faut que je déplace toute l'équipe de policiers avec les lampes lumières. Et tout ça, les lumières et tout ça, pour avoir les bonnes photos, pour avoir vraiment la scène telle qu'elle était quand l'accident est survenu, parce que ça ne peut pas être fait à la légère, il faut que je sois capable de dire exactement ce qui s'est passé et comment. Fait que ça demande, tu dis, oh là, je suis en train de donner des ordres à des policiers, fait que c'est un peu déstabilisant au départ, mais ils sont très coopératifs. Ça, oui, absolument. Puis ils aiment ça nous voir arriver sur les dossiers aussi. C'est un travail d'équipe, hein, fait que... Est-ce que je me trompe en disant que les pouvoirs d'enquête du coroner sont presque illimités? Oui, sauf en cas de meurtre, c'est la police qui va avoir préséance, mais sinon, on a de très grands pouvoirs, effectivement, d'aller chercher des mandats, ne serait-ce que pour les dossiers médicaux, si on a ça très rapidement. Oui, on a quand même des grands pouvoirs, puis c'est très bien respecté aussi. Toi qui côtoies la maladie et la mort depuis un certain temps, oui. Est-ce qu'au fil du temps, ça a modifié ta vision de la santé ou ta définition de la santé? En fait, je dirais que pour moi, la santé passe d'abord par la santé psychologique. C'est ce que je me rends compte avec le temps. Je me dis, quand tu as une bonne santé psychologique,
ça peut t'amener le reste, ça t'amène une motivation à prendre soin de toi aussi, trouver un équilibre dans ta manière d'être. Puis c'est d'ailleurs un conseil que je donne tout le temps, c'est de profiter de la vie au maximum. Je sais que ça fait cliché, mais comme tu dis, moi, au quotidien, j'ai côtoyé des drames, là. Mais vraiment, depuis 25-26 ans, je côtoie que des drames à tous les jours. Puis, c'est de dire, à travers ça, en une seconde, tout peut basculer. Fait que moi, je profite de la vie au maximum. J'essaie de tout équilibrer. Des fois, ça marche pas. Mais je privilégie beaucoup les sorties, avoir du fun. C'est mon équilibre. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis on doit penser à ça parce que des fois, ça va vite. Puis lorsqu'on s'en attend pas, ben la vie prend une autre tournure. À représenter des victimes, je dirais, ou tout au moins des gens qui ont eu une expérience négative avec le système de santé. Toi, as-tu confiance en le système de santé québécois? Trouves-tu que c'est un bon système de santé? Es-tu inquiète quand tu entres dans un hôpital pour des soins personnels ou des gens de ta famille? Écoute, ou ça fait simplement de toi une patiente un peu plus aux aguets? Ça fait certainement une patiente de moi aux aguets, même un peu déplaisant. Tu vas rire, je te dis que je rentre à l'hôpital avec un pad puis un crayon puis je note tout, là, à peu près. Je caricature même pas. Est-ce que tu dis aux gens que tu es avocate? Non. OK. Non. Non, je trouve que ça fait déplacer, puis j'ai pas à le dire, mais je surveille beaucoup, par contre. Okay. Est-ce qu'on a un bon système de santé? Il faut y croire. Oui. Okay. Je crois que oui. Je crois que c'est difficile d'y rentrer, mais un coup qu'on est dedans, moi, j'ai encore confiance en nos médecins, au personnel infirmier, en fait, à tout le personnel, à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Puis il faut croire. Il y a place à amélioration, c'est sûr. Il y a des services comme au niveau psychologique, psychiatrique, qui a des lacunes. Mais sinon, oui, il faut y croire. Je pense que... Julie, on approche la fin, donc il y a toujours, ou presque toujours dans mes entrevues, surtout avec quelqu'un qui a le rire facile comme toi, ça se prête bien, une section baguette magique. OK, donc, je suis prête. On est face à face, donc je te donne la baguette, je te laisse changer une chose dans le système de santé instantanément aujourd'hui. Les soins psychiatriques, définitivement. OK. Oui, je pense que c'est important. Je pense que de plus en plus, on voit de problèmes de santé mentale. Puis, sans la santé mentale, je pense que ça amène trop de problématiques, même chez les jeunes, les adolescents, les adultes, on le voit un peu partout, ça commence jeune. Il faut régler ce problème-là. Fait que c'est ce que je ferais avec ma baguette. Les soins en santé mentale. Oui. Et si tu pouvais rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé? Ton choix? OK. Je te le dis, même je te dis, je te le dis. Je vais avec Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith. Bon choix. Bon choix. Pourquoi? Parce que tu l'as vu en concert? Je l'ai vu en concert souvent, mais je sais pas, pour moi, c'est une icône. Je le regardais récemment. J'étais allée le voir à Boston. Il doit avoir 100 ans, ce gars-là. Je pense que 75 ans. Okay. Mais pour moi, écoute, malgré toutes les folies qu'il a pu faire dans sa vie, je le regarde, c'est une machine. Je sais pas, il dégage une joie, il est en forme, il saute partout. C'est un gars qui m'a l'air passionné. Ouais, j'ai de l'admiration pour ce gars-là. Trouves-tu que c'est un homme qui paraît bien ou qui a l'air usé par les abus? Un peu usé, je dirais. Mais quand même avec un sex appeal, il faut le dire. Un peu comme Mick Jagger. Là, oui, absolument, absolument. Des icônes. Oui. As-tu une cause qui tient à cœur? C'est sûr que je porte beaucoup attention et quand j'ai à intervenir, premièrement, je vais aller du côté du diabète infantile parce que j'ai une amie dont la fille est atteinte du diabète. Fait que pour moi, c'est important. Je vois les conséquences, je vois à quel point ça peut être difficile. Mais aussi toutes les causes qui touchent les enfants. Pour moi, la maladie ne devrait pas exister, ni la mort chez les enfants. Fait que tout ce qui est pour aider à la recherche, pour fournir de l'équipement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Tu me corrigeras, là, mais tu as une expérience plus personnelle que moi, mais le diabète infantile,
les soins se sont simplifiés, mais c'est peut-être l'acceptation de la maladie Absolument. chez l'enfant, souvent. Absolument. Qui Oui, est l'enjeu. chez l'adolescente aussi, hein, C'est ça. avec tout ce que ça implique, puis les glycémies, puis tu sais, à un moment donné, puis compter ici, puis faire attention à ça. Fait que je trouve que c'est très difficile. Fait que pour moi, plus on va trouver des choses pour simplifier, pour ralentir, mieux ça va être. Fait que pour moi, ça me tient à un cœur. adolescent qui commence à moins bien aller au niveau psychologique pour toutes sortes de raisons, de commencer à négliger le traitement du diabète, ça peut être Absolument. un réflexe facile Absolument. puis qui est mortel. Absolument. Il faut faire attention. Je veux dire, faut pas que la personne tombe en hypo ni en hyper. C'est de la surveillance, c'est de l'inquiétude pour les parents. Fait que pour moi, c'est très important. Un dernier conseil avant de nous quitter? Ou une dernière pensée où tout a été dit? Bien, écoute, je me répète, soyez bons avec vous. Soyez bienveillants avec vous, ce que je suis pas toujours moi-même. J'essaie de l'appliquer, là, mais puis profitez de chaque chose qui se présente à vous. Faites la fête, amusez-vous, des bonnes bouffes, voir du monde, voir des amis, pas rester seul. C'est ça, c'est la clé. Alors, Julie, tu m'as fait attendre très longtemps pour l'entrevue. Je suis tellement désolée Mais ça encore. valait la peine. T'es gentil. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye.